Jour de match pour les Lions à la CAN 2019 de football, la demi-finale Tunisie-Sénégal de tout à l'heure à 16h. C'est l'un des sujets que nous allons d'ailleurs aborder dans quelques minutes dans cette émission. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, Ismaïla Madior Fall. Bonjour. Bonjour Babacar, c'est toujours un plaisir de venir à cette émission dont je suis un habitué. N'est-ce pas? Et l'actualité reste marquée par l'affaire Aliou Sall, le frère cadet du président de la République, cité dans le présumé scandale de corruption sur les contrats pétroliers. Aliou Sall a été auditionné par la division des investigations criminelles de la police cette semaine, mais à titre de témoin pour ce que l'on en sait. Et c'est cela qui semble bizarre aux yeux d'une partie de l'opinion. Ismaïla Madior Fall, vous êtes un ancien garde des Sceaux, juriste réputé. Est-ce que cette procédure enclenchée par le procureur, elle est la bonne dans cette affaire? Oui, elle est la bonne parce que nous sommes dans un contexte où chacun parle de l'affaire, chacun donne son point de vue. Et le président de la République avait pris l'heureuse décision de dire qu'il va y avoir l'ouverture d'une enquête. Et dès qu'il l'a dit, le ministre de la Justice a saisi le procureur pour l'ouverture d'une enquête complète. Quand il y a ce genre d'affaires, la procédure la plus appropriée, c'est effectivement l'ouverture d'une enquête sur l'affaire. Et dans cette enquête, tout le monde est entendu au même titre. On ne distingue pas les accusés, les témoins, etc. Non, on n'est pas encore dans la procédure judiciaire. On est dans une étape avant la procédure judiciaire. Donc, on entend ceux qui doivent être entendus et on entend aussi ceux qui veulent être entendus. Maintenant, au terme de cette enquête, à la lumière des résultats de l'enquête, le procureur va maintenant poursuivre la procédure selon les modalités les plus appropriées. Avez-vous foi que si les enquêtes établissent une culpabilité d'Aliou Sall, il serait inquiété par la justice sénégalaise? Bon, le problème, c'est que l'enquête n'a pas vocation à déterminer la culpabilité. Vous savez, la culpabilité d'un individu, d'un homme ou d'une femme, la culpabilité n'est établie que... une culpabilité présumée, au moins, à l'issue d'une enquête. Oui, voilà, parce que la culpabilité est établie par un tribunal. Voilà, maintenant, le procureur, au regard des éléments dont il disposera, peut voir la suite la plus appropriée. Vous voyez bien que... vous comprenez bien qu'en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, je ne peux pas entrer dans le fond de l'affaire. Mais du point de vue des principes, voilà, l'enquête maintenant pourrait avoir l'aboutissement que le procureur entend lui donner. Le chef de l'État, frère aîné du mis en cause, peut-être que ce n'est pas le terme approprié, en tout cas celui qui est pointé jusqu'ici, son frère cadet, le chef de l'État n'a-t-il pas déjà corrompu la procédure avec sa fameuse déclaration de la Corité au lendemain de ce qui appelait l'enquête de la BBC? Quand il dit on a impliqué mon frère. Corrompu, c'est trop dire. Corrompu la procédure, c'est trop dire. Voilà, le président de la République... c'est une façon de parler. Oui, bien sûr. Le président de la République était là sur un événement qui fait l'actualité. Il n'a pas à esquiver la question. Il n'a pas à l'éviter. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Que voilà, c'est une affaire qui est là. Maintenant, toute la lumière sera faite. Et, voilà. Et quand il a annoncé que la lumière sera faite comme elle doit se faire dans un état de droit. Et il n'a pas été prudent, le président Sall, dans cette déclaration, à la limite assez péremptoire, disculpant son frère cadet dans cette déclaration de la Corité? Non, il n'a pas disculpé d'abord pour une raison très simple, c'est que le président ne peut pas inculper ou disculper quelqu'un, premièrement. Mais deuxièmement, je pense qu'il a réagi à chaud sur une question qu'on lui a posée. Et justement, s'il l'avait évité, on aurait pu penser qu'il n'est pas à l'aise sur la question. C'est pour ça qu'il a répondu, à mon avis, dans les termes qu'il fallait répondre. Ce que la BBC souligne dans son reportage, vous en pensez quoi? Vous, l'ancien président du Comité national de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Bon, moi je pense que ce qu'il faut d'abord saluer dans notre pays, c'est qu'il y ait un débat public sur la gestion de nos ressources naturelles. Vous savez, on aura peut-être le temps d'y revenir, mais à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'une des raisons pour lesquelles le Sénégal a eu une note exceptionnelle, c'est l'intensité
du débat public au Sénégal sur les questions minières, pétrolières, gazières et au-delà sur la gestion des ressources naturelles. L'intensité du débat public. Il faut juste souhaiter tout de même dans notre pays que le débat soit plus informé. Parce que beaucoup de gens aussi disent n'importe quoi, excusez-moi du terme, sur la question. Un débat public qui doit être plus informé. Mais le débat public existe. Pourquoi, Babacar? Parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels ce débat n'existe pas. À l'ITIE, nous avons des pays qui sont membres. Une partie de leur société civile est en prison parce que les membres de cette société civile ont évoqué des questions. Il y a des pays où c'est considéré comme stratégique, top secret, etc. Et que, voilà, évoquer ces questions peut vous amener en prison. Au Sénégal, nous avons la chance d'être dans un pays de liberté, dans un pays démocratique, où les gens expriment librement leur avis sur ces questions. Donc l'intensité du débat public, ça nous a donné beaucoup de points d'ailleurs. Et donc moi je pense que nous sommes dans un pays où les gens discutent librement de ces questions, mais il faudrait de plus en plus que les gens en parlent de façon informée. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un secteur ou sur une question où ceux qui en savent beaucoup en parlent peu. Et ceux qui en parlent beaucoup en savent peu. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une question éminemment technique, les questions pétrolières, gazières, éminemment techniques. Et la deuxième raison, c'est que nous ne sommes pas un pays pétrolier, nous ne sommes pas un pays gazier. Et donc, en tant que tel, nous n'avons pas la culture, nous n'avons pas l'habitude, nous n'avons pas l'expérience de ces questions-là. C'est nouveau, tout à fait nouveau au Sénégal. Et parce que c'est nouveau, d'ailleurs, comme le disait l'autre jour le président de la République, lui-même, il disait, en tant qu'ingénieur pétrolier, ayant dirigé la société Petrosen et a été ministre de l'énergie, il disait, j'en connais un bout. En réalité, il y a beaucoup d'aspects que je ne maîtrise pas. Moi, je pense que tout le monde doit avoir cette humilité et apprendre à en parler de façon décente, mais surtout de façon informée. Et pour terminer sur votre question, aujourd'hui, cette question est évoquée, entre guillemets, scandale. Aujourd'hui, le pouvoir au Sénégal a eu la réaction qu'il faut. Premièrement, on dit, il y a une question qui a été évoquée de scandale, on déclenche la justice. Une enquête. Après, on verra les développements, premièrement. Deuxièmement, on a la chance dans notre pays d'avoir un organisme qui n'appartient pas au gouvernement, qui n'appartient pas à l'opposition, un organisme qui est indépendant, qui s'appelle le Comité national pour l'initiative, la transparence dans les industries extractives. Et bien, ce comité est composé par 3 entités. Il y a l'État qui est représenté, la présidence, les ministères. Il y a les compagnies pétrolières et gazières qui sont représentées. Et il y a la société civile sénégalaise qui s'active sur les questions de transparence dans les ressources industrielles. C'est les 3 entités, en réalité. Donc, c'est un organe indépendant. C'est cet organe qui lance un appel international pour sélectionner un organisme qu'on appelle administrateur indépendant. Appel d'offres. Quand on recrute cet organisme, l'organisme vient au Sénégal, rencontre tous les acteurs, audite les textes, les procédures, les contrats, et ensuite présente un rapport au niveau du comité international de l'ITIE qui siège en Norvège. Et après, c'est ce comité, après ces enquêtes, après avoir étudié toutes ces questions, qui décide d'attribuer une note à la gouvernance dans le pays. Et justement, le comité international de l'ITIE, qui est basé à Oslo, considère qu'en Afrique, le Sénégal est le premier pays qui a ce qu'on appelle la note progrès satisfaisant. Et progrès satisfaisant veut dire quoi? Ça veut dire que le pays a la volonté politique et a mis en œuvre des initiatives et des politiques pour promouvoir de façon optimale la bonne gestion de ses ressources naturelles. Ouais. Ça, c'est un rapport ITIE. Ce n'est pas le gouvernement du Sénégal. Quand on vous suit, le Sénégal, il a bonne presse auprès de la communauté ITIE, pour ainsi dire. Qui est la norme la plus élaborée mais pour déterminer s'il y a bonne gouvernance. En attendant une probable ou improbable issue de l'enquête sur l'affaire Aliou Sall, elle ne ternit pas déjà assez l'image du Sénégal dans le secteur, cette affaire présumée. Vous avez déjà une réponse. Il y a un groupe de Sénégalais qui est allé voir l'ITIE, qui siégeait à Paris, à l'OCDE, qui a dit aujourd'hui dans notre pays il y a un scandale, etc. Nous voulons que vous revoyiez votre note ou votre conception de la gouvernance du Sénégal. Réponse du président de l'ITIE, pas question. Le Sénégal est un pays qui est sur la bonne voie. Le Sénégal est un pays qui a une particularité. Il a adhéré à l'ITIE avant même
de passer à l'exploitation de ces ressources gazières et pétrolières. Il y a beaucoup de pays, c'est quand ils ont commencé à exploiter, qu'il y ait des scandales, qu'on leur met la pression pour adhérer. On va dire explorer, entendant... Oui, je dis, voilà, explorer, voilà, vous avez raison. Bon, bien que maintenant, on est sûr quand même qu'on va passer à l'exploitation dans 2-3 ans. Voilà, donc on a pris les devants. Le président Macky Sall a pris les devants en faisant adhérer notre pays avant qu'on devienne un pays pétrolier et un pays gazier. Donc, réponse de l'ITIE, non, le Sénégal est sur la bonne voie. Nous maintenons notre cote sur la bonne gouvernance des ressources naturelles et pétrolières du Sénégal. Deuxième réponse à votre question, le président va recevoir en octobre le prix Oilman qui célèbre, qui récompense les leaders politiques, économiques qui se sont distingués dans la bonne gouvernance des ressources pétrolières de leur pays. En octobre, en Afrique du Sud. Donc je pense que le Sénégal a toujours bonne presse. Maintenant, il est vrai pas sûr, Ismaël Madior Fall, que ça atténue toutes les interrogations autour des concessions pétrolières et gazières que le Sénégal a faites, notamment à l'homme d'affaires Franck Timis. Donne l'exemple de ce fameux rapport qu'on évoque. Le président Macky Sall pouvait-il ignorer l'existence du rapport de l'inspection générale d'État sur Petrotim, qu'il avait lui-même commandité il y a 7 ans et qu'il dit n'avoir pas encore reçu, rapport qui indiquerait que Franck Timis, propriétaire de Petrotim, collaborateur d'Aliou Sall, n'aurait pas dû obtenir des licences d'exploration de gisements de pétrole et de gaz au Sénégal. Le chef de l'État, ma question, peut-il ne pas être au courant de ces conclusions prêtées à l'IGE? Le président peut être parfaitement au courant de ces conclusions, qui ne le lit pas. Quand l'IGE formule ou produit un rapport, c'est de l'aide à la décision. C'est pour donner au président les informations, et pas toutes les informations, mais les informations à sa disposition pour aider le président à décider, premièrement. Deuxièmement, pour quelqu'un qui veut être un opérateur pétrolier, c'est quoi la capacité financière? La capacité financière, un individu ne l'a pas. La capacité financière, c'est avoir la possibilité de lever des fonds au niveau des établissements financiers, notamment les banques. C'est la capacité financière. Si Babacar Fall peut lever des fonds auprès des banques sénégalaises pour faire de l'exploitation ou internationale, pour faire de l'exploitation pétrolière, il a la capacité financière. Parce que peut-être que lui, il le peut, mais moi, je ne le peux pas. Premièrement. Et deuxièmement, les capacités techniques, c'est quoi? C'est par le passé. Est-ce que vous aviez déjà fait de l'exploration pétrolière? Parce qu'il faut savoir que l'exploration pétrolière, les seniors ne le font pas. Total, Exxon, il ne faut pas de l'exploitation pétrolière au principal. Ceux qui font l'exploitation pétrolière, c'est ce qu'on appelle les juniors. C'est des aventuriers comme ça, de petites entités, parfois même des individus qui ont un budget qui ne dépasse pas 500 millions de dollars et qui font l'exploitation pétrolière. Maintenant, le milieu du pétrole est fait de sorte que quand les juniors découvrent, le problème c'est qu'eux aussi, ils n'ont pas les capacités financières pour exploiter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent aux seniors. C'est le monde du pétrole qui fonctionne comme ça. Oui, donc ici, voilà. Jusqu'ici, c'est courant dans le secteur. Voilà, c'est courant dans le secteur. Et maintenant, l'IGE peut tout à fait donner un avis. Mais un avis, à mon avis, qui ne lit pas du tout alors le président. Est-ce que vous remettez en cause le bien fondé des accusations de corruption autour des concessions faites à Timis? D'abord, l'ITIE, quand on arrive, c'est 33 exigences. La première exigence, c'est la cession des titres. Comment vous avez donné les licences de pétrole? Premier aspect audité. Et le système d'audit de l'octroi des licences au Sénégal montre que les procédures sont globalement respectées. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas, trouver des vices. Deuxièmement, Babacar, nous sommes un pays, et d'ailleurs, il faudrait en évaluer d'ailleurs la décision. Nous sommes un pays qui publie sur Internet, donc tout de suite là, vous cliquez, vous le voyez, la totalité de ces contrats pétroliers. La totalité de ces contrats pétroliers miniers. Il y a beaucoup de pays transparents qui ne le font pas. Pourquoi il y a des pays qui ne le font pas? Parce qu'il y a des pays qui considèrent que quand vous publiez vos contrats, les opérateurs internationaux peuvent, avant de venir dans votre pays, lire les contrats et venir après négocier en leur faveur. Il y en a qui ne publient pas les contrats, qui sont des pays très transparents. Mais nous, ici, l'option fondamentale a été faite de publier la totalité des contrats pétroliers et miniers. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que ces contrats, les gens disent on les publie. Mais quand on les publie, personne ne les lit. Personne ne les lit. Ou du moins, il y en a qui les lisent. Mais qui les lit? Ce sont les avocats des compagnies pétrolières qui doivent arriver ici. Ils disent, ce pays-là a fait l'option de publier ses contrats, on peut avoir toute la documentation avant de venir. Donc, mais c'est l'option du pays. Il faut d'ailleurs évaluer s'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais c'est l'option fondamentale du président Macky Sall. C'est-à-dire publier la totalité des contrats pétroliers sur Internet, que ce soit accessible. Je pense que quand un pays opte
un pays qui opte de publier la totalité de ses contrats pétroliers, quand un pays opte d'adhérer à l'initiative pour la transparence des industries extractives, quand un pays est le premier pays africain et le 4e pays au monde à avoir la note excellente, progrès satisfaisant dans la gestion des ressources naturelles, on ne peut pas suspecter ce pays de mauvaise gouvernance des ressources quand même pétrolières. Les conséquences politiques de cette affaire, Léo Sall, qui démissionne de son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le président de la République qui effectue des changements dans son entourage, Macky Sall qui semble alors entamer peut-être de la pire des manières son dernier mandat, qui aurait dû être sans doute une présidence tranquille, non? Bon, ce que je peux constater, moi, en tout cas, c'est que le président est réactif et proactif. Il y a un débat qui se pose sur la gestion des contrats pétroliers, notamment d'un contrat pétrolier. Qu'est-ce qu'il fait? Il réagit positivement. En faisant quoi? En disant, désormais, on va prendre toutes les décisions pour avoir un écosystème pétrolier favorable de façon optimale à l'intérêt de notre pays. Et qu'est-ce qu'il fait, Babacar? Premièrement, après avoir adhéré à l'initiative pour la transparence des industries, le président fait un nouveau code minier. Code minier 2010 ou 11 qui revoit tous les accords et tous les contrats à l'avenir que le Sénégal devrait signer pour augmenter la part de ce que le pays gagne. Deuxièmement, un nouveau code pétrolier. Parce que vous savez, pendant longtemps, on avait le code de 1998, qui est déjà pas mal, mais qui était un code adapté à notre bassin sédimentaire. Parce que si vous êtes un pays qui n'est pas un pays pétrolier, on n'a jamais produit de pétrole dans votre pays, vous ne pouvez pas avoir un code nationaliste. Sinon, personne ne vient pour exploiter votre pétrole. On avait un code qui était un code attractif. Aujourd'hui, que le bassin sédimentaire sénégalais est prometteur, le président fait un nouveau code pétrolier, qui est aujourd'hui un code très intéressant, où on augmente la part de la participation de l'État, où on met l'appel d'offres maintenant pour avoir les contrats pétroliers, les licences. Parce que si vous êtes un pays où vous n'avez pas de pétrole, vous mettez l'appel d'offres, mais personne ne vient. Mais aujourd'hui, le bassin sédimentaire est intéressant, il y a du pétrole, vous pouvez mettre l'appel d'offres. C'est ça en réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations qui sont contenues dans le code pétrolier et qui augmentent la part de l'État, qui peut gagner maintenant jusqu'à 65% de ce qui sera produit dans le secteur. Et puis, innovation et une première. Ce sera au prorata de la production qui sera... Absolument. Absolument. Et aujourd'hui, une grande innovation, Babacar. Parce qu'au fond, vous savez, quand on produit le pétrole dans un pays, les compagnies pétrolières qui arrivent dans le pays ne peuvent pas recruter en masse des jeunes. Pourquoi? Parce qu'une plateforme pétrolière, ça ne prend pas beaucoup d'employés. Mais le président a eu l'heureuse initiative de faire ce qu'on appelle le contenu local. Et le contenu local, c'est quoi? C'est toutes les dispositions qui sont prises pour favoriser les nationaux dans l'exploitation du pétrole. C'est-à-dire, à compétence égale, on privilégie les nationaux. C'est-à-dire, on va avoir un plan qui va faire en sorte que les exploitants pétroliers, ceux qui sont dans les plateformes pétrolières, les compagnies, vont être progressivement remplacés par des Sénégalais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les services qui vont être faits vont de plus en plus être donnés aux Sénégalais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il va y avoir des efforts pour intégrer les Sénégalais dans l'exploitation, c'est l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, que le président a fait, mais aussi on va faire en sorte que tout ce qui est parapétrolier, c'est-à-dire l'économie qui gravite autour du pétrole, qu'il y ait une sorte de, il faut l'appeler comme ça, préférence nationale. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que ce soit les entreprises étrangères qui s'occupent du secteur parapétrolier. Je vous dis donc, le président, lui, il est réactif. Il comprend aujourd'hui que les Sénégalais ont une préoccupation. La préoccupation, c'est quoi? C'est que leurs ressources naturelles soient gérées dans la transparence. Il a inscrit ça dans la Constitution. Il a fait l'ITIE, il a fait de nouveaux codes. Il a fait le contenu local, il fait des concertations pour que le secteur soit bien géré. Voilà, il comprend. Et c'est pour ça qu'il répond à cette demande de transparence. Mais maintenant, il est clair que... Le contenu local n'a pas convaincu tout le monde. Vous avez sans doute suivi la sortie d'Abdoulaye Makhtar Diop, grand sérigne de Dakar, pour dire que c'est même à la limite, sur certains aspects, en défaveur des locaux. Dans l'absolu, je pense que ce qu'on a, Babacar, actuellement, on a une loi sur le contenu local, qui renvoie à des décrets d'application. La loi pose les principes. Maintenant, au moment des décrets d'application qui sont en train d'être élaborés, on pourra préciser
les questions et justement les préoccupations qui sont exprimées, que je ne connais pas bien, on peut toujours les prendre en charge. Parce que j'ai entendu, lors de la concertation qui a été présidée par le président de la République sur le contenu local, des préoccupations légitimes qui ont été exprimées par les acteurs, notamment le privé national, etc. Mais le président a clairement pris l'engagement et a donné les instructions pour que ces préoccupations soient intégrées dans la phase réglementaire de la mise en œuvre du contenu local. Je pense que d'ailleurs, le Sénégal est le premier pays au monde à se doter d'une loi sur le contenu local avant exploitation des ressources pétrolières. L'opposition, pas toujours convaincue. Elle continue de se mobiliser et avec des associations. Encore une manifestation de la plateforme Aar Lu Ñu Bokk avant-hier vendredi, un rassemblement à Guédiawaye autorisé. Il y en a qui se demandent d'ailleurs comment en est-on encore à un débat de manifestations autorisées, manifestations interdites. Les libertés. Bon, vous savez, je pense que dans ces manifestations ou ces demandes de manifestation, il y a deux lames de fond, il y a deux messages. Le premier message, c'est qu'il y a des Sénégalais, je pense, qui sont préoccupés par la transparence de la gouvernance de leurs ressources naturelles et l'ont exprimé. Ces Sénégalais, le président de la République, Macky Sall, les a entendus. Et c'est pour ça que le président prend l'initiative d'organiser des concertations sur le pétrole, une première qui a été faite il y a quelques mois, la concertation sur le contenu local, de nouvelles réformes, l'initiative d'ouvrir le COS Pétrogaz à la société civile et à l'opposition. Le COS Pétrogaz, qui est un peu l'instrument de pilotage de la politique en matière pétrolière. Il l'a réitéré il y a un mois en Conseil des ministres. Absolument. Ouais. Et il a donné des instructions au ministre du Pétrole pour que toutes les dispositions soient rapidement prises pour que l'opposition y siège effectivement et la société civile. Donc, je dis, l'opinion qui demande davantage de transparence, le président les a compris et répond à leurs demandes. Mais en revanche, il y a des Sénégalais qui veulent plutôt utiliser les manifestations comme instrument de déstabilisation du pouvoir, mais ces Sénégalais, ils auront en face l'État, la fermeté de l'État. Mais tant qu'il s'agit de manifester et de demander de la transparence, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui d'ailleurs, si vous avez remarqué, Babacar, il y a une tendance nettement baissière de la participation des Sénégalais à ces manifestations, baissière. Vous l'avez vu, c'était un flop. Cette semaine, l'autre semaine aussi, ça a été. Pourquoi ? Parce que les Sénégalais sont des gens profondément républicains et respectueux de leurs institutions. Quand un problème se pose, vous les mobilisez, ils se mobilisent. Mais dès lors que leurs institutions répondent et prennent en charge leurs préoccupations, les Sénégalais deviennent des citoyens qui... Pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance en leurs institutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Le président a multiplié les initiatives pour assurer. Deuxièmement, il y a la justice qui a pris en charge l'affaire. Et ça se déroule normalement, les auditions se poursuivent. Et troisièmement, il y a ceux qui sont même intéressés, les protagonistes. Alioune Sall lui-même qui prend l'initiative de démissionner de la direction d'établissement qu'il dirigeait pour se mettre à la disposition de la justice. Les Sénégalais donc, ont ici un éventail d'initiatives, un éventail de mesures, de décisions qui les rassurent quant à la qualité de la gestion de cette affaire. Vous ne pouvez pas les mobiliser alors dans des manifestations. C'est pour ça qu'au fond, les manifestations connaissent un flop. Ismaël Madior Fall, ministre d'État auprès du président de la République, ancien garde des Sceaux de la justice, notre invité. On enchaîne avec le dialogue politique dont le format a été défini par décret il y a quelques jours. Ce qui intéresse sans doute plus les acteurs politiques, c'est la commission politique, le dialogue politique. Vous êtes constitutionnaliste et les questions politiques, les questions élection, c'est un peu votre business. Le dialogue politique dans l'histoire du Sénégal. Bon, Babacar, moi souvent on me dit constitutionnaliste. Bon, les gens aiment bien dire ça, tel qu'on sait. Mais moi, je suis professeur titulaire de droit public et de sciences politiques. C'est ça mon métier. J'enseigne au Sénégal et dans le monde le droit public et la science politique. C'est un terme générique. Voilà, mais c'est les journalistes maintenant qui aiment toujours dire constitutionnaliste, etc. Mais je pense que le président de la République, il a récemment d'ailleurs dit à Touba, a un peu surpris son monde, pour ainsi dire. Pourquoi surpris son monde ? Parce que voilà, qu'il est confortablement élu à une majorité de plus de 58% à l'élection présidentielle. Il a gagné les législatives, il domine 90%, 80% des collectivités locales. On peut dire qu'il a toutes les cartes en main. Là, il a les manettes. Aujourd'hui, il faut dire qu'il n'y a aucune contrainte qui pèse sur lui. Mais voilà qu'il prend l'initiative de lancer un dialogue. Je pense qu'il faut s'en féliciter.
premièrement, qu'il ait eu cette hauteur, pour ainsi dire. Mais deuxièmement, c'est que le président, en faisant ça aussi, s'inscrit en réalité dans la tradition sénégalaise de dialogue. Parce qu'on le sait, depuis notre pays, depuis l'indépendance, il y a eu des moments parfois de tensions politiques, il faut le reconnaître, mais toutes les tensions ont fini par se dénouer dans des espaces, dans des instances de dialogue. On peut multiplier les exemples à loisir. Sous Senghor, sous Abdou Diouf, sous Abdoulaye Wade, on dialogue toujours. Donc le président est conforme à la tradition. Et ce dialogue maintenant qu'il a lancé, il a un avantage. C'est que dans le pays, on dialoguait en cas de crise. Le dernier consensus fort date presque de 30 ans, le consensus de 1992. Depuis... Oui, mais il y a eu quand même en 2004 un consensus sur la Sénat. Abdoulaye Wade avait quand même, il faut le dire, réussi en consensus. Quand on créait la Sénat, la classe politique était d'accord pour que l'ONEL se transforme en Sénat. Alors on en a quand même dans l'histoire politique du Sénégal quelques périodes comme ça de consensus. Mais ici, je pense que la spécificité de ce dialogue, c'est que, le président maintenant, il institutionnalise les dialogues. Il dit qu'il y a une journée nationale du dialogue, le 28 mai, d'abord. Deuxièmement, on n'est pas en crise. Parce que n'oublions pas, en 92 même, dont on parlait, c'était toujours des crises. En 2004, il y a une contestation crise. Mais ici, on n'est pas dans une période de crise au Sénégal. Je dis, les institutions marchent, on sort d'élections. À la limite, le président a une légitimité fraîche, ce qu'on appelle une légitimité fraîche. La légitimité n'a pas vieilli. Mais voilà, on dialogue. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va dialoguer dans la sérénité. Il n'y aura pas de bras de fer, de chantage, etc. Et le président lui-même l'a dit. Il dit qu'il est tout à fait dans les dispositions pour mettre en œuvre les consensus qui seront issus du dialogue. Et aujourd'hui, je pense que c'est bien lancé. On a nommé une personnalité consensuelle. Il n'y a pas eu d'objection. Ça va pas eu de contestation. Pour vous, la personne de Famara Ibrahima Sagna pour le dialogue national qui englobe tout. Je pense qu'on a au moins un avantage, c'est que c'est consensuel. Voilà, quand une personnalité est consensuelle, je pense qu'il faut se frotter le doigt. Et aujourd'hui, le président aussi a pris l'initiative d'avoir, cadré la gouvernance institutionnelle du dialogue. Aujourd'hui, il y a un décret qui organise les nombres de représentants, comment les choses doivent marcher. Mais le dialogue doit être circonscrit dans une période de 3 mois. Voilà, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit une conférence nationale éternelle qui va durer des mois. Justement, les questions sont bien précisées. Vous montrez votre optimisme, mais au fond, faut-il espérer un consensus à l'issue des discussions sur les modalités d'organisation des prochaines élections, par exemple. C'est pas tout le monde déjà qui est au dialogue. Il n'y a pas Abdoulaye Wade. Il n'y a pas Ousmane Sonko. Est-ce que... Mais le PDS y est. Il y a Omar Sarr, le numéro 2 du parti, en tout cas, qui allait répondre. Voilà, il est dans le dialogue. Tout le FRN est dans le dialogue. Bon, je pense, maintenant, il est vrai, je suis d'accord avec vous, qu'il n'y a pas l'unanimité. Mais aujourd'hui, une part significative, pour ne pas dire la part décisive, de l'opposition sénégalaise est tout de même représentée dans le dialogue. Et même ceux qui ne sont pas encore venus, il ne faut pas perdre espoir. Je pense que le président Famara Ibrahima Sagna pourra les convaincre de rejoindre la table. Vous êtes présenté comme l'un des artisans des réformes constitutionnelles de 2016 qui ont instauré le parrainage désormais pour toute candidature à une élection sénégalaise. Beaucoup ont été... surpris par votre départ du gouvernement, de votre poste de ministre de la Justice au lendemain de la réélection de Macky Sall. Cela vous a-t-il surpris aussi? Ni surpris, ni déçu. Pourquoi? Parce que le président et moi, nous étions totalement en accord, en phase et en intelligence sur le rôle que je dois jouer dans Macky 2. Donc je ne suis pas surpris parce que je le savais très bien, on était en accord, on était en intelligence. Et je ne suis pas du tout aussi déçu. Pourquoi? Parce que moi j'ai une conception missionnaire de la vie. Le président, depuis qu'on s'est connus, il y a 7 ans, m'a confié différentes missions. Quand je suis venu, il m'a dit, vous allez être conseiller juridique. J'étais juste conseiller juridique. Après, il m'a dit, non, vous allez présider le comité national de pilotage de l'acte 3 de la décentralisation. C'est moi qui ai présidé tous les travaux sur l'acte 3 de la décentralisation. Après, il m'a dit, non, maintenant, on a adhéré à l'ITIE. Vous allez présider l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Je l'ai présidé pendant 3 ans, etc. Après, il m'a dit, bon, maintenant, vous allez venir dans le gouvernement. Je suis allé dans le gouvernement. Il m'a dit, bon, maintenant, vous allez venir ministre d'État à la présidence et m'aider dans la gouvernance du pays, à mes côtés. Mais je suis honoré. Ce n'est pas une rétrogradation? Pas du tout. En tout cas, du point de vue protocolaire, ce n'est pas une rétrogradation. Parce qu'au Sénégal, nous avons une armature institutionnelle qui fait que les ministres d'État arrivent avant les membres du gouvernement.
Donc, du point de vue protocolaire, ce n'est pas une rétrogradation. Et ensuite, du point de vue de la proximité, ce n'est pas une rétrogradation. En tant que ministre de la Justice, moi, je n'abordais au principal avec le président que les questions liées à la justice. Maintenant, je peux aborder tous les problèmes avec lui. Parce que j'ai le privilège d'être ministre sans portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux travailler avec le président, je peux le conseiller sur toutes les questions de sa gouvernance. Je ne suis plus confiné. Donc, non, pas du tout. Ce n'est pas une rétrogradation. Votre collaboration politique avec Macky Sall vous a valu le surnom de tailleur de la Constitution. Comment vous avez vécu ça? Et est-ce que ces gens qui le disent, ceux qui ont sorti ça, ils n'ont pas un peu raison, un peu, même si c'est assez caricatural? Mais ils ont totalement raison. Vous assumez votre statut de tailleur de la Constitution? Mais pourquoi? Parce qu'ils disent manque de culture. Pourquoi? Parce que tout juriste est tailleur. Tout juriste est tailleur. Pourquoi tout juriste est tailleur? Si je viens, par exemple, vous voir aujourd'hui au niveau de votre groupe des médias, je suis juriste, vous me dites nous voulons reprendre la gouvernance de notre groupe et nous voulons que vous nous définissiez la charte du groupe. Mais je vous dis, Babacar, dites-moi ce que vous voulez exactement. Vous me dites non, on veut que le directeur ait plus de pouvoir, on veut maintenant que le DRH soit, etc. On veut qu'il y ait un PDG qui gère, etc. Ce que vous voulez là, ce que vous m'avez dit, c'est ça que je vais faire dans le texte. Mais je ne fais pas dans le texte ce que moi je veux. Donc le juriste est par définition un tailleur. Moi j'ai fait plusieurs missions constitutionnelles en Afrique. Mais quand je viens et qu'il y a un coup d'État, ou bien qu'il y ait une crise dans le pays, et quand je viens, qu'est-ce que je fais? J'écoute les parties prenantes. J'écoute le président en exercice ou le chef de la transition, parce que souvent, parfois, il y a un chef de la transition. J'écoute l'opposition, j'écoute le Parlement, je vais discuter avec le président. Et après, je le dis, en fonction de ce que vous m'avez dit et en fonction de ce que vous voulez, voilà ce que je vous propose. Donc, le juriste, surtout constitutionnaliste notamment, est par définition un tailleur. Pourquoi? Parce que le juriste ne fait pas le travail que lui, il veut. Moi, je ne suis pas président de la République, je ne suis pas Premier ministre. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Et en matière constitutionnelle, il vous dit, voilà ce que je veux, voilà l'orientation que je veux donner au pays. Et vous lui dites, en fonction de ce que vous voulez, c'est ça. Donc, le juriste est toujours un tailleur. Donc ça, voilà, ce qu'ils le disent de façon caricaturale, ils n'ont pas de culture, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que moi, je le prends bien. Et ensuite, comme j'ai l'habitude de le préciser, je suis un tailleur, oui, mais de haute couture. Pourquoi? Un tailleur de haute couture? Parce que j'ai fait des réformes, dont je suis fier et qui font avancer le pays. Je donne juste 2 exemples. Premièrement, vous avez parlé de la réforme constitutionnelle de mars 2016. Mais aujourd'hui, tout le monde cite cette réforme. Les gens disent non, c'est le peuple sénégalais qui est propriétaire de ses ressources naturelles et pas l'État. Mais c'est nous. Aujourd'hui, tout ce que les gens citent sur la réforme constitutionnelle 2016, et c'est le président de la République Macky Sall qui l'a fait, et moi j'étais son conseiller. Dernier exemple, la loi sur le parrainage. C'est un des textes dont je suis le plus fier, moi, depuis que je travaille avec le président Macky Sall. Et je pense que dans l'histoire, quand on me dira quelle est votre plus belle contribution, je dirais la loi sur le parrainage. Pourquoi? Parce que la loi sur le parrainage aujourd'hui, Babacar, a permis une rationalisation des candidatures dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons une présidentielle où on a 5 candidats, les choses se passent très bien, les journalistes, ça les arrange, le budget de l'État, ça l'arrange, le citoyen, ça l'arrange, de telle sorte que, Babacar, aujourd'hui, beaucoup de pays veulent venir en Afrique pour s'inspirer de notre parrainage et pouvoir organiser des élections rationnelles et correctes chez eux. Mais ça, il faut en être fier. Maintenant, l'œuvre n'est pas parfaite. On l'a fait pour la première fois en 2019, on était dans l'expérimental, dans l'expérimentation. Maintenant, on peut s'asseoir, et c'est justement un des points du dialogue national, pour voir qu'est-ce qui a manqué. Qu'est-ce qui consiste oui, mais par exemple, les insuffisances. Le parrainage aux élections municipales et départementales va forcément, si ça reste en l'état, tuer les micro-initiatives citoyennes ou politiques. Ça empêche les petits de se présenter. Ça ne va pas les tuer, mais ça va les contraindre à se regrouper. Pourquoi quand Babacar a une petite initiative, moi j'ai une micro-initiative, l'autre a une micro-initiative, l'autre a une micro-initiative. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous rencontrer et en faire une grande initiative? Solliciter les suffrages de nos concitoyens et gagner. Mais chacun veut gérer une micro-initiative. Et après, quand on se présente, on est, je ne sais pas moi, à Pikine ou à Guédiawaye ou dans n'importe quel autre local. On va avoir 27 candidats. Mais pourquoi? On peut tout de même faciliter la tâche aux citoyens, rationaliser les candidatures et avoir 4-5 candidatures. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une excellente chose. Excellente chose. D'ailleurs, la plupart des pays européens, quel est le parrainage qu'ils font eux? En France notamment, c'est le parrainage des élus. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'élu, vous ne pouvez pas avoir un candidat à la présidentielle. On ne peut pas le faire ici. Ici, on a eu confiance aux citoyens et c'est les citoyens qui font le parrainage. Maintenant, je vais terminer par là.
je suis d'accord qu'il faut évaluer l'application de la loi sur le parrainage lors de la présidentielle avant de la mettre en œuvre pour les prochaines séances. Voir ce qui n'a pas marché, consolider, améliorer, et puis considérer que c'est une très belle invention du président Macky Sall. Quelle est votre opinion sur le débat de changer le mode de scrutin aux élections territoriales, le scrutin direct, le scrutin indirect qui existe en ce moment, qui a toujours existé au Sénégal? Je pense même qu'à la limite, la réponse est dans votre question. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de consensus au niveau de politique au Sénégal et social d'ailleurs, pour que le maire soit élu directement. Et d'ailleurs, c'est un des points inscrits sur l'agenda du dialogue national. Parce qu'au fond, de quoi on se rend compte? Que vous pouvez être tête de liste au niveau de l'élection du maire, de l'exécutif. Il peut y avoir des transactions, des tractations, j'allais dire, qui font que la tête de liste, dont les populations croyaient qu'elle allait être le maire, ne le devient pas. À partir de ce moment, on fausse le choix des citoyens. Les citoyens croyaient avoir élu tel, alors que c'est tel qui se retrouve maire. Et donc, je veux dire, aujourd'hui, permettre cette élection directe de nos maires, présidents de conseil départemental, je trouve que c'est une excellente chose et je pense qu'il y aura un consensus sur la question lors du dialogue national. On enchaîne avec la prochaine question qui n'est pas loin de ça. Votre adhésion à l'APR, le parti présidentiel, vous êtes militant de l'Alliance pour la République à Rufisque, votre ville natale. Allez-vous vous présenter aux prochaines élections municipales à Rufisque? Bon, je pense que déjà, il faut dire que j'ai beaucoup de propositions, beaucoup d'appels, beaucoup d'incitations à me présenter à la mairie de la ville. Beaucoup. Hier, j'étais avec des notables qui m'ont parlé. Il y a des partis politiques qui viennent m'en parler. Il y a des associations de jeunes qui viennent me voir pour ça. Il y a des associations de femmes qui viennent me voir pour ça. Il y a des politiques qui viennent. Il y a même des candidats qui viennent me dire si vous êtes candidat, nous renonçons à notre candidature. Mais je leur ai dit, je serai candidat à la mairie de Rufisque si, au terme des consultations et des concertations que je suis en train de faire, il y a une masse critique. Il y a une masse critique d'acteurs, de responsables, de leaders, de citoyens qui convergent, dont la volonté converge pour que je sois candidat à la mairie de Rufisque. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez reçu hier une distinction des notables de Rufisque. Les notables, le genre de choses qui peuvent mettre quelqu'un en selle pour une compétition électorale comme celle-là, non? Oui, quand on est à Rufisque, qui est au milieu Lébou, quand le conseil des notables Lébou vous fait cette distinction de Sargal, Ismaël Madior Fall, Ndioukol Macky Sall, dans une certaine mesure, j'ai dit dans une certaine mesure, il ne faut pas non plus rien exagérer, mais dans une certaine mesure, c'est une sorte de soutien, en tout cas c'est une sorte de bénédiction au cas où vous auriez la tentation d'être candidat à la mairie. On vous voit partout à Rufisque maintenant, Ismaël Madior Fall. Même dans le football, on vous a aperçu, on vous voit devenir très proche, par exemple, du Teungueth FC, le club de la ville, club de Ligue 1 sénégalaise, vainqueur de la Coupe du Sénégal la saison dernière et qui va jouer à la prochaine édition de la Confédération africaine de football, une compétition africaine de clubs. Ça fait feu de tout bois en tout cas. Ben oui, parce que j'ai consacré 25 ans de ma vie à l'université. Je me suis dit, après l'université, la cité. L'université, voilà, bon, j'étais assistant, maître de conférence agrégé, professeur titulaire. Voilà, j'ai formé une trentaine de jeunes qui sont docteurs un peu en Afrique, des agrégés. Je me suis dit, après l'université, la cité aussi. Voilà, parce qu'il faut s'intéresser à la cité rufisquoise, il faut s'intéresser à la cité qu'est la République. Et vous avez raison, les activités sportives, culturelles sont très importantes. Et nous avons la chance, depuis 1977, d'avoir gagné cette année la Coupe du Sénégal. Parce que 1977, c'était le Saltigué qui avait gagné la Coupe, mais depuis lors, la Coupe avait déserté Rufisque. Teungueth FC, dirigé de façon excellente par notre frère Babacar Ndiaye, a gagné la Coupe du Sénégal face à Gorée. Mais maintenant, il y a un défi. C'est la participation de Teungueth FC à la CAF. Et la Coupe de la Confédération, ça coûte cher. Hein. Les clubs n'ont pas les moyens. Oui. Le ministère des Sports donne une petite subvention. Et souvent, les clubs rentrent dans ces compétitions déficitaires et ne vont pas plus loin qu'un seul tour et rentrent à la maison. Ça se voit que vous connaissez bien le secteur. Et aujourd'hui, le défi, c'est d'aider Teungueth FC à trouver les moyens pour une bonne participation à la Coupe. Le président Babacar Ndiaye le fait déjà très bien, mais je pense que nous
nous allons, en tout cas de mon côté, moi je vais prendre des initiatives aussi pour leur permettre de rassembler les ressources pour participer de façon bien, parce que je sais qu'on peut gagner aussi la coupe. On va terminer cette émission par le foot tout à l'heure, mais vous évoquez votre passage à l'université de Dakar, 25 ans à la faculté de droit, juriste réputé. Vous descendez dans l'arène politique. Est-ce que ça ne va pas être une casquette qui va affecter cette étiquette de juriste respecté? Non, si on distingue les deux champs. Moi, Babacar, si vous me retrouvez à l'université le samedi, vous n'allez pas croire que je suis dans la politique. Parce que je parle science. Et je n'accepte pas dans mon laboratoire ou dans mon amphithéâtre que les gens parlent de politique. Je le dis, en entrant dans le laboratoire, laissez votre manteau politique dehors. C'est Max Weber qui le dit dans Le Savant et le Politique. Ici, c'est la science. Il n'y a pas d'opinion subjective. Il n'y a pas de jugement de valeur non fondé. On est dans le raisonnement scientifique pur. Mais évidemment, quand je suis à l'Assemblée nationale pour défendre un projet de loi, quand je suis devant les médias pour défendre une politique du président, quand je suis à Rufisque pour faire de la politique, c'est le politicien. Donc j'essaie de distinguer les champs. Maintenant, les gens, parfois, vous êtes en politique, ils croient que c'est le professeur qui parle. Vous êtes à l'université, ils croient que c'est le politicien qui parle. Je leur dis non. Aux étudiants, à mes doctorants, parce que malheureusement maintenant je n'ai plus le temps d'enseigner dans les licences, masters, j'enseigne au doctorat, donc j'ai mes étudiants en doctorat, je leur fais des conférences de méthode, je les encadre en thèse, je leur dis ce que je veux c'est la rigueur scientifique. Je ne suis pas intéressé pour savoir si vous êtes du pouvoir ou de l'opposition. Soyez là où vous voulez, parce qu'ici on est dans le domaine de l'espace scientifique, mais dans l'espace politique c'est d'autres logiques. Donc il faut juste distinguer les deux logiques. Quand je suis en science, je me comporte en science, et ça c'est pas seulement au Sénégal, parce que moi je ne suis pas professeur au Sénégal, je suis professeur des universités. Toutes les universités qui sont dans le CAMES, dans le monde, je peux y enseigner, je peux y encadrer des thèses. Et aujourd'hui, moi j'ai dans 18 universités africaines des gens que j'ai formés qui enseignent comme professeurs. Donc voilà, quand je suis dans l'espace scientifique, je me comporte en scientifique. Mais quand je suis dans l'espace politique, je me comporte en politique. Je défends une politique avec conviction. Votre passage à la tête du ministère de la Justice, les réformes qui ont été élaborées, on va évoquer un sujet qui préoccupe beaucoup de défenseurs des droits de l'homme. À la lumière de ce qui s'est passé cette semaine à la maison d'arrêt de correction de Mbour, où les détenus ont dénoncé, encore une fois, et ça revient, les longues détentions préventives, les conditions difficiles dans la prison. On ne trouve pas, on se cherche toujours au Sénégal à améliorer la vie carcérale, le désengorgement des prisons et autres maisons d'arrêt. C'est des questions qui sont réelles. Bon, moi, je dois l'assumer. Moi, je suis un ministre réformateur. Quand on me confie un secteur, je viens, je fais un diagnostic, je vois les problèmes et j'essaie de réformer. Bon, vraiment, en toute humilité, moi, je me définis comme un ministre réformateur. Dans tous les secteurs, je dis quelles sont les réformes qu'on peut impulser. On initie les réformes qu'on peut impulser, après on les propose au président de la République qui est seul à définir la politique de la nation. Un ministre initie et assiste le président dans la définition de la politique de la nation, mais ne le fait pas. Et donc sur toutes ces questions, quand je suis arrivé, on a identifié les problèmes et on a mis en place les instruments pour prendre ça en charge. Par exemple, parce qu'on n'a pas le temps de tout évoquer, mais juste sur la question des mandats de dépôt, moi j'ai fait une circulaire, très clairement, pour dire que, et tous les procureurs d'ailleurs savaient que j'ai une aversion pour le mandat de dépôt systématique. Et j'ai fait une circulaire pour indiquer les cas dans lesquels il fallait faire le mandat de dépôt. Et que si on n'était pas dans ce genre de circonstances, pas de mandat de dépôt. Il faut privilégier, je veux que la liberté soit la règle et le mandat de dépôt ou la détention, l'exception. Pour ce qui concerne, par exemple, vous avez raison, le surpeuplement carcéral. Quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remarqué qu'il y a un surpeuplement carcéral parce que on a criminalisé, pour l'essentiel, le trafic de drogue. Parce qu'au Sénégal, en réalité, si... La loi Latif Gueye. La loi Latif Gueye. Parce qu'au Sénégal, pour toutes les affaires qui sont délictuelles, c'est-à-dire non criminelles, il y a une obligation de vous juger dans une période de 6 mois. Si on ne vous juge pas, on vous libère. Donc ça, on l'a réglé. Mais c'est pour les affaires criminelles que ça pose problème. Parce que quand une affaire est qualifiée criminelle, le juge d'instruction est obligé d'ouvrir une information judiciaire. Et souvent, ça dure des années. Et c'est l'accumulation de l'ouverture de ces informations judiciaires, des instructions qui durent, qui font que les gens durent en prison. Et justement, moi, quand je suis venu, j'ai dit affaire criminelle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est Dakar, le problème. On crée 3 chambres criminelles à Dakar. 3.
Actuellement, il y a 3 chambres criminelles à Dakar pour accélérer les jugements. Ensuite, je dis, on va essayer d'encadrer maintenant aussi la détention en matière criminelle. Donc voilà, j'ai essayé de prendre des initiatives pour régler ces problèmes. Par exemple, il y avait des hésitations sur la présence de l'avocat de l'interpellation. On disait, oui, est-ce que voilà, c'est obligatoire au Sénégal? J'ai pris une circulaire pour dire c'est obligatoire. Présence de l'avocat de l'interpellation. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, il y a beaucoup d'avantages, notamment moi qui m'intéressait. On ne peut plus torturer quelqu'un. On ne peut plus torturer quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, si vous torturez, on vous sanctionne. Non. Vous organisez les conditions pour qu'on ne puisse plus torturer quelqu'un. Donc voilà, il y a un certain nombre de réformes que j'ai. Et je suis heureux de constater aujourd'hui que mon successeur, le ministre de la Justice, Malick Sall, lui aussi, il est dans cette dynamique réformiste. On parle de cette circulaire où vous interdisiez le mandat de dépôt systématique. La préoccupation cependant des procureurs et autres juges d'instruction, c'est de ne pas délivrer le mandat de dépôt, d'accorder une liberté provisoire et de n'avoir pas les garanties de mettre la main sur le prévenu en cas de besoin. C'est un problème réel et je suis content que là vous défendiez les procureurs. Non, parce que souvent on les attaque, mais vous avez raison. Un de leurs arguments, c'est ça. C'est que si on arrête une personne... Mais en même temps, vous, en tant que ministre de la Justice, vous aviez un projet d'instaurer le bracelet électronique. Oui, parfait. Bon, parce que quand ils ont posé le problème, j'ai dit, mais vous avez raison. Parce qu'ils ont dit, non, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, vous le libérez, il va à Rufisque, Pikine, Guédiawaye, je ne sais où, il disparaît, vous ne voyez plus la personne. Il dit, après, c'est les victimes qui ont des problèmes. Il ne faut pas non plus oublier la victime. C'est bien de penser aux détenus, mais il ne faut pas penser aux victimes. Je leur ai dit, on va imaginer un certain nombre de solutions. Et parmi ces solutions, justement, le bracelet électronique. Le bracelet électronique, donc, c'était en amont pour les gens qui doivent faire l'objet de détention provisoire. On leur met ça, mais on ne les garde pas en prison, mais pour pouvoir les suivre. Et en aval, c'est les gens qui ont été condamnés, mais qui bénéficient d'une libération conditionnelle. On les met en libération conditionnelle et on leur lance le bracelet électronique. Merci Ismaël Madior Fall, ministre d'État auprès du président de la République, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'être passé. Merci. J'imagine que tout à l'heure à 16h, vous serez devant votre poste téléviseur pour regarder la demi-finale de la CAN 2019 de football Tunisie-Sénégal. Oui, demi-finale, oui. Oui, bon, avec évidemment beaucoup de foi, mais aussi beaucoup d'optimisme. Pourquoi optimisme? Parce que moi, je suis un scientifique. Le classement FIFA classe le Sénégal comme première nation africaine. Et donc, si le classement est respecté, si la hiérarchie est respectée, le Sénégal sera vainqueur de la Coupe. On croise les doigts. Merci à Abdou qui est à la régie et à Maggie, la digital manager.